Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. À la une de l'actualité, le retour des skippers de la Vendée Arctique aux Sables d'Olonne, des compétiteurs qui rentrent plus tôt que prévu, puisque la course a été stoppée de manière prématurée à cause de mauvaises conditions météo du côté de l'Islande. 11 d'entre eux ont donc franchi le chenal dans la journée, et pour les accueillir, quelques passants sont venus les applaudir. Un reportage signé Alix Lanos. C'est une arrivée et une course qu'ils ne risquent pas d'oublier, car rien ne s'est passé comme prévu pendant cette Vendée Arctique à qui la météo a joué bien des tours jusqu'à stopper la course sans pouvoir faire le tour de l'Islande. En tête depuis le début, c'est Charlie Dalin qui a franchi la ligne d'arrivée virtuelle le premier et signe ainsi sa deuxième victoire consécutive en solitaire de cette saison. Il n'y avait pas le rituel classique de la ligne d'arrivée, donc c'était un peu spécial quoi. Et puis donc il y a eu ce passage de ligne virtuelle et puis après l'annonce de la victoire et voilà, je ne me rendais pas du tout compte de rien et voilà là ça commence un petit peu à me rendre compte. Quelques minutes après le skipper d'Apivia, c'est Jérémy Bayou qui arrive à son tour. Et même si le compétiteur est un peu frustré de cette deuxième place, il reconnaît que la décision de stopper la course était nécessaire. À un moment, il faut savoir dire stop. Et voilà, ce qui est bien, c'est que c'est la direction de course qui a pris les bonnes décisions pour nous. Et aujourd'hui, enfin, ou demain, tout le monde va être à bon port. Voilà, il y a des bateaux un petit peu abîmés, mais c'est que des bateaux, donc voilà, c'est comme ça. À peine arrivé, le skipper de Charal a déjà la tête dans sa prochaine course et surtout son prochain bateau. Et il n'est pas le seul. 3e sur le podium, Thomas Ruyant analyse déjà ses erreurs et se projette pour la suite. La saison est loin d'être finie. C'est vrai que l'objectif principal pour moi cette année, il y a la Vendée Arctique évidemment, mais la route du Rhum reste le gros objectif, donc voilà, je sais quoi travailler avec l'équipe aussi. Ce qui est bien, c'est que je reviens avec un bateau en super état. On va essayer d'encore progresser pour essayer de renouveler des arrivées en tête. C'est tout ce que je me souhaite, ce que je souhaite à l'équipe. Tous ont évidemment dans un coin de leur tête le Vendée Globe 2024. La Vendée Arctique était la première des 5 courses qualificatives pour l'Everest des mers. Des nouvelles à présent de l'aventure d'Amaury Guérin. Souvenez-vous, ce jeune navigateur de 20 ans est parti il y a 2 semaines de Vendée pour une expédition de 20 jours en voilier. Direction le cercle polaire au nord de la Norvège pour réaliser des prélèvements et des analyses de l'eau dans le but de faire avancer la recherche sur le plancton. Aujourd'hui, il a atteint le nord de l'Écosse et a pu faire quelques prélèvements déjà. Écoutez. Je peux avoir des premiers résultats déjà, c'est-à-dire que je peux avoir des images du plancton. Je peux avoir des statistiques aussi de concentration du plancton. Mais en revanche, sur mon voyage aller, en tout cas, il ne va pas y avoir d'exploitation de ce qui a été collecté dans un but scientifique. C'est-à-dire qu'on va uniquement valider que l'échantillon soit bien conforme. Et on ne va pas essayer d'en faire quelque chose. Le but, c'est uniquement vraiment de valider le bon fonctionnement des outils, de valider leur ergonomie et pour ensuite pouvoir faire des prélèvements avec plusieurs bateaux. L'actualité, c'est aussi 30 millions d'euros supplémentaires pour le logement. Une enveloppe débloquée par le département lors de la réunion du 2e trimestre du conseil départemental qui s'est alors tenu aux Herbiers. Et parmi les autres annonces sur ce dossier, l'accélération de la construction de logements sociaux en passant de 250 à 400 par an. Également un soutien financier aux communes pour se lancer dans la construction d'habitations ou encore l'expérimentation de logements temporaires pour les nouveaux salariés. Nous voulons vraiment donner ce dynamisme à la Vendée, ce dynamisme économique, encore une fois, qui passera par un dynamisme de la construction de logements accessibles, d'une part en termes de location, mais aussi l'accession à la propriété, qui est une chance, j'allais dire, pour les Vendéens qui veulent vraiment s'installer chez nous et vivre dans cette qualité de vie que chacun reconnaît à la Vendée. Comme vous le savez, il y a une pénurie de logements qui nous pénalise beaucoup, qui pénalise le recrutement dans les entreprises avec un taux de chômage de 3,4%. Quand les entreprises veulent recruter, souvent ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de logement et donc les gens repartent.
Tout ça a du sens parce qu'il faut donner aussi de la vie, un peu plus de vie encore à nos centres-villes et à nos centres-bourgs. Donc autant que les logements soient effectivement dans les centres-villes pour faire marcher nos commerces. Tout ça est lié en fait et avoir des logements en périphérie, il y en aura toujours. Mais là, ce plan qui est vraiment fléché centre-ville, centre-bourg, c'est très bien. C'est une activité qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, celle d'influenceurs food présents sur Instagram et TikTok notamment. Ces créateurs de contenu partagent les bonnes adresses ou leurs meilleures recettes de cuisine. Des influenceurs du bien manger, prisés par les marques pour faire de la publicité sur les réseaux. Et justement, ils étaient une cinquantaine d'influenceurs réunis au Sable d'Olonne la semaine dernière pour rencontrer les marques locales. Une initiative de l'agence Aioli qui leur a concocté une journée rythmée par des conférences, formations et dégustations, bien sûr. Alexandre Debray. Je vous invite à goûter du coup la petite cabosse de cacao qui est ici. Une journée un peu particulière pour ces influenceurs. Ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ont été invités le temps d'une après-midi au Sable d'Olonne, au programme rencontres, conférences et ateliers. Ici, découverte du chocolat. Je suis une fan de chocolat, donc ça tombe très très bien. Et je trouve que c'est très intéressant de savoir comment ça se fait. C'est sympa, et puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut déranger les gens en faisant une vidéo, et on sait que ça va pas être mal pris, comme ça peut être mal pris par certains. Moi, je ne vis pas de mon compte Instagram. C'est une façon pour moi de rencontrer ma filière, la filière avec laquelle je travaille aussi en professionnel, et de rencontrer d'autres influenceurs et effectivement d'avoir du contenu pour mon compte Instagram. Pour les marques invitées, c'est l'occasion de créer du réseau, lier pourquoi pas des partenariats, mais aussi de faire connaître leur travail auprès de ces professionnels. C'est déjà pour pouvoir informer en fait les influenceurs de ce métier qui est assez rare puisque nous sommes à peine une vingtaine en France à travailler selon la méthodologie donc Bean to Bar. Et la deuxième, bien sûr, c'est plus les influenceurs vont relayer en fait l'expérience qu'ils vont vivre, eh bien mieux l'image de 20 degrés nord, 20 degrés sud en fait sera. L'idée c'est de vous montrer qu'au final on peut quand même avec des règles de base en fait de photographie avoir des résultats très sympas même avec des smartphones. Des ateliers photos, une conférence comment gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux, une journée bien remplie donc, mais c'est aussi l'occasion de briser la frontière du numérique parfois pesante. Derrière son téléphone, c'est un peu triste. Parfois, on a besoin aussi de proximité et aujourd'hui, on leur donne l'occasion en fait d'aller rencontrer vraiment physiquement les marques, ce qui n'existe pas en Vendée. Voilà. Et Aioli a voulu en fait rassembler tout ce petit monde, influenceurs et marques. L'événement a attiré au fil de la journée une cinquantaine de personnes. Fort de son succès, l'agence Aioli réfléchit déjà à une seconde édition de Miam Vendée. Faire de la prévention routière un challenge amusant pour les enfants, c'est en tout cas l'objectif de la rencontre départementale d'éducation routière dont la finale se tenait hier à Saint-André-Gouldois. Une cinquantaine d'enfants se sont affrontés sur la bonne pratique du vélo, que ce soit en théorie ou en pratique. Le challenge a été relevé pour ces élèves de CM2 qui ont tous reçu leur diplôme d'ambassadeur du vélo. Le but de cette rencontre départementale, c'est de valoriser déjà le travail qui a été fait dans les écoles pour apprendre le code de la route et pour circuler notamment en vélo sans risque, en toute sécurité. Et puis qui sait, peut-être qu'un certain nombre d'entre eux donneront quelquefois des conseils très avisés à leur grand frère qui conduit un peu vite, à leur grande sœur ou peut-être même à leurs parents quand les parents seront au volant et respectent moyennement le code de la route. De l'environnement maintenant, il s'agit d'un élément présent un peu partout dans nos paysages, mais savez-vous réellement à quoi servent les haies bocagères ? Ces formations végétales au bord de nos routes présentent en vérité de nombreux atouts pour notre environnement et la biodiversité environnante. C'est ce que nous explique Simon Philippot dans ce reportage. Au bord des routes, des chemins, des habitations, des champs, elles font partie de notre paysage. Elles, ce sont les haies bocagères. Considérées gênantes par certains, un peu oubliées et même arrachées parfois, elles ont pourtant de nombreux avantages et bienfaits souvent méconnus. La régulation de la température, régulation de l'hygrométrie, aussi ça va vraiment travailler sur enlever les effets néfastes du vent. On estime qu'une haie va protéger la culture ou alors le lotissement qu'il y a derrière sur 10 à 15 fois sa hauteur. Donc une haie de 15 mètres de haut va protéger plus de 150 mètres derrière des effets néfastes du vent. Les haies bocagères sont aussi des alliés des agriculteurs en participant notamment à la protection naturelle des cultures.
Ils sont d'ailleurs de plus en plus incités à en replanter et peuvent même bénéficier pour cela de soutien financier. Sur les cultures, sur l'exploitation, donc ça permet de faire venir les auxiliaires et de garder la biodiversité. Et puis autre chose, c'est par rapport à l'élevage sur les vaches allaitantes, ça permet de faire des barrières naturelles, des coupe-vents et puis de l'ombre surtout. Les bocagères sont aussi de plus en plus présentes en milieu urbain, ce qui peut les fragiliser. Pour qu'elles perdurent, il faut donc les entretenir et pas de n'importe quelle manière. C'est une vraie technicité, là, les bocagères. Moi, je préfère très largement, quand il y a un plan de lotissement décidé, que la haie bocagère soit pleinement partie de la collectivité, pour que l'entretien soit fait par des professionnels. On sait très bien que ça peut devenir un coût, une charge, donc ça peut être néfaste pour la haie. Le fait que ça soit entretenu par une collectivité et avec des professionnels, ça va assurer tous les bienfaits écosystémiques de la haie. Pour un particulier, je forme aussi des CS arboristes grimpeurs. Certains sont maintenant à leur compte et sont largement capables de répondre à des problématiques à l'échelle du particulier. Vous l'aurez compris, les haies bocagères sont de véritables atouts pour notre écosystème. Elles vont donc continuer à dessiner le paysage de notre campagne, mais aussi de nos villes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain matin à partir de 7h avec Caroline Tronche. Je vous souhaite une très belle soirée à tous.